Puis ou pas? C'est bon, d'accord. Bonjour et bienvenue à tous à cette conférence donc, sur comment améliorer l'efficacité de nos cérémonies agiles. En deux mots, vous dire qui je suis. Je suis consultante indépendante et coach. À ce titre, j'accompagne les équipes projets dans leur transformation agile, à la fois sur un plan méthodologique et organisationnel, et sur un plan comportemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on veut passer aux méthodes agiles, on met en place des pratiques, des outils, mais ce n'est pas suffisant. Et on s'en aperçoit après quelques mois d'implémentation. Il faut aussi adopter les bons comportements. Et donc pour adresser cette transformation aussi des comportements pour davantage de collaboration, de coopération, de responsabilisation, etc., d'autonomie, eh bien, c'est une posture un petit peu différente et complémentaire du conseil et de la formation. J'accompagne également donc les équipes sous forme de prestations de coaching d'équipe et sous forme de coaching individuel. J'accompagne les Scrum Masters notamment qui veulent endosser de façon plus confortable leur rôle de Scrum Master. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un retour d'expérience puisque je constate au travers de mes missions que les cérémonies agiles ne se déroulent pas toujours comme on le souhaite. Qu'est-ce que je constate? Je constate une certaine lassitude, notamment parce que plus les itérations sont courtes et plus ces cérémonies reviennent. Donc il faut se renouveler, on a l'impression finalement de revivre un peu toujours les mêmes choses. Donc une certaine lassitude, une certaine platitude, je ne dis pas systématiquement, mais assez souvent. Des personnes qui ne souhaitent pas participer à toutes les cérémonies ou sur la durée, qui reprochent finalement, qui déplorent la longueur, le manque d'intérêt des cérémonies. Donc je me suis interrogée pour savoir, mais finalement, les cérémonies agiles, c'est très structurant puisque c'est elles finalement qui construisent, qui sont le fondement du processus. Elles sont donc structurantes et en plus, c'est au cours de ces cérémonies qu'on mesure toute la qualité des interactions entre les membres d'une équipe et entre l'équipe et le Scrum Master. Donc, je me suis interrogée, on a travaillé avec certains de mes clients sur ce sujet-là et bien, on s'aperçoit que finalement, il faut revenir à des fondamentaux de la conduite de réunion. Certes, dans un contexte agile, mais il y a des fondamentaux qui paraissent évidents, sur lesquels il est important de revenir. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est pour pouvoir impliquer, responsabiliser les membres de l'équipe, les faire participer davantage, eh bien, il y a une clé qui réside dans la posture du Scrum Master qui est l'animateur de ces cérémonies. Donc, technique et posture du Scrum Master. Alors, au risque d'apparaître peut-être un petit peu moins fun que mes petits camarades qui, dans les ateliers autour, vous parlent d'Agile Games. Certes, les Agile Games permettent d'introduire du ludique dans la conduite des projets et c'est tant mieux. Mais moi, je vais revenir sur des choses un petit peu plus méthodologiques, un petit peu plus basiques, même si je suis évidemment convaincue que les Agile Games sont des techniques d'animation et de dynamisation de ces cérémonies. Alors, je remercie au passage tous les partenaires qui ont rendu possible cette manifestation. Et donc, je reviens sur cette posture dont je vous parlais à l'instant. La posture de Scrum Master, en tout cas dans ma vision du rôle de Scrum Master, pour certains, vous avez peut-être déjà assisté, ici même d'ailleurs, à une conférence sur le rôle tel que je le voyais pour le Scrum Master. Le Scrum Master est un facilitateur, est un coach pour son équipe. Il est donc responsable du cadre,
du cadre et du processus. Quand on parle de cérémonie agile, le cadre et le processus, on va le voir, c'est les conditions dans lesquelles ces cérémonies se déroulent. Il n'est donc pas responsable du contenu, mais plus du contenant. D'ailleurs, si vous avez lu l'ouvrage de Lisa Atkins, qui s'appelle Agile Coaching, elle parle du container pour justement définir ce cadre dans lequel se déroulent les cérémonies agiles. Donc, en étant responsable du cadre et du processus, le Scrum Master vis-à-vis de son équipe pourrait résumer son rôle sous ces 3 vocables que sont puissance, permission et protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Scrum Master a pour objectif de développer le potentiel de son équipe et de chacun des membres de l'équipe, de façon à ce que ces personnes soient... leurs compétences soient optimisées, qu'elles puissent gagner en autonomie, en responsabilité. Donc ça veut dire développer le potentiel en leur donnant, entre guillemets, la permission, en les autorisant à penser, à avoir des idées, à proposer des solutions, à s'exprimer pour dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, tout en le protégeant. Tout en protégeant, c'est-à-dire en protégeant la qualité des échanges. On va y revenir tout au long de cette intervention. Donc, puissance, permission, protection, pour résumer cette posture de Scrum Master, donc responsable plus des conditions que du contenu. Ça veut dire qu'un Scrum Master omniscient, omnipotent, qui apporte les solutions, qui a des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser, n'a pas sa place dans une équipe agile. La responsabilité du contenu est déléguée à l'équipe. De quelle cérémonie parle-t-on? J'évoquerai l'ensemble des cérémonies. Les cérémonies basiques qui constituent le core process, les iteration planning meetings, les daily meetings, les démos, les rétrospectives, et puis toute une série d'autres réunions dont la nécessité apparaît au fil de l'eau. Lorsqu'on prend un petit peu plus de hauteur par rapport à une itération, on veut avoir une vision un petit peu plus globale. Donc il y a les release planning meetings, tous les ateliers qui vont permettre de prioriser les user stories, des ateliers comme un atelier Ready Done pour définir quelle est la définition dans notre équipe d'une user story ready et d'une user story done. Toute occasion en fait de réunir les membres de cette équipe et de travailler ensemble. Donc lorsque je parle de cérémonie, c'est à la fois les cérémonies classiques, officielles, et puis toutes sortes de réunions autour de l'équipe. La première chose, on a trop tendance parfois à se dire finalement, ça fait déjà 3 rétrospectives ou 3 sprint planning meetings que j'anime. Finalement, c'est toujours un peu la même chose. Non, malheureusement, ce n'est pas toujours la même chose. Donc, une préparation s'impose. Une préparation pour celui qui va animer, mais bien entendu pour tous ceux qui vont participer, puisqu'on considère qu'ils sont acteurs actifs pour produire du contenu. Alors, un petit moyen mnémotechnique pour résumer comment préparer ces cérémonies, c'est OPAV. Bon, ça ne veut rien dire, simplement un acronyme. Pour dire, donc, il faut définir un objectif, il faut définir les participants, il faut définir un agenda, il faut définir les critères de validation et il faut préparer l'environnement, définir son environnement. Tout ça a priori. Alors, ça vous paraît sans doute évident. Malheureusement, on s'aperçoit que les digressions qu'on observe ou les cérémonies qui n'atteignent pas leur objectif parce qu'elles ont duré trop longtemps, etc., trouvent peut-être leur cause dans le constat que ces fondamentaux ne sont pas mis en place. Alors, quel est l'objectif de chacune des cérémonies ? Est-ce que c'est diffuser de l'information ?
Si on prend par exemple la première partie d'un sprint planning meeting, il s'agit bien du product owner qui va expliquer, décrire les user stories. Donc là, on est plus dans un mode diffusion d'informations. Donc l'objectif, c'est est-ce que j'ai bien obtenu toute l'information nécessaire pour qu'on puisse décomposer ces user stories en tâches. Objectif purement brainstorming, échange. Ça peut être le cas d'une rétrospective, discussion sur comment a-t-on vécu cette itération, comment peut-on s'améliorer. Est-ce que c'est uniquement faire un point sur l'avancement? C'est l'objectif du daily meeting. Est-ce que c'est résoudre un problème? Est-ce que c'est prendre une décision? Est-ce que c'est produire un sprint backlog, par exemple? Quel est l'objectif de la cérémonie? Et on s'aperçoit que, là encore, lorsqu'on sort de l'objectif, eh bien, les cérémonies vont durer plus longtemps que prévu, vont susciter donc des digressions, des apartés, etc. Donc revenir toujours à l'objectif. Notamment, par exemple, le sprint planning meeting, j'entends souvent des membres dire ça devrait durer un quart d'heure et puis finalement ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure. Donc là, on perd sans doute le fil et l'objectif de la réunion en cours de route. Donc, préciser l'objectif qui doit être unique. A priori, s'il y a deux objectifs à une réunion, c'est que ça doit faire l'objet probablement de deux réunions séparées. Et donc, ce que je préconise aussi, c'est dans la salle de la cérémonie, c'est afficher l'objectif. Comme ça, il est toujours facile de rappeler l'objectif pendant des échanges. Et s'assurer qu'on est tous d'accord sur l'objectif à atteindre. Qui participe? Alors, j'aurais tendance à dire, dans une équipe agile, tout le monde. Puisqu'on est une équipe intégrée, multicompétente, on a un engagement collectif, donc il est important que toute l'équipe se réunisse. Alors là aussi, j'entends parfois des membres d'une équipe qui me disent « Oui, mais là, on est en train de discuter des tâches techniques de l'IHM, alors que nous, on est sur la couche middleware, donc bon, ça ne nous intéresse pas trop. » Ça pose un certain nombre de questions. Ça pose la question de savoir déjà comment sont formulées les user stories. Est-ce que les user stories ne sont déjà peut-être pas formulées en fonction des technologies ou des corps de métier qui vont les traiter derrière? Parce qu'une user story qui est formulée de façon purement fonctionnelle doit être décomposée derrière en tâches techniques qui relèvent à la fois de la responsabilité de l'IHM que de la couche middleware, normalement. Bon, donc ça pose cette question déjà de... Est-ce que les user stories sont bien formulées? Et là, dans ces cas-là, je réponds bah si. On est tous intéressés par ce découpage. Par contre, eh bien, le sujet qui va nous réunir, c'est comment intégrer. Quelles sont nos problématiques d'interfaçage et d'intégration. Donc, il est important que tout le monde soit là. Autre question. On est organisé en équipe fonctionnelle, feature teams, et donc on est dans un sprint planning meeting, le product owner nous décrit les user stories et il se trouve que pendant une heure, on aborde des user stories qui ne sont pas de notre domaine fonctionnel. Alors évidemment, est-ce qu'on doit assister passivement, attendre que toutes les user stories qui ne nous concernent pas soient traitées? Là, je dirais que peut-être qu'il faut envisager une structuration, une organisation du sprint planning meeting peut-être différente, à savoir, on travaille tous sur la même application. Donc peut-être qu'il y a, je dirais, une zone commune, une première partie qui permet à tout le monde de savoir sur quel domaine fonctionnel on travaille, voir les interactions et les dépendances fonctionnelles, et puis ensuite peut-être effectivement organiser, prévoir dans cet agenda des parties un petit peu plus spécifiques pour tel feature team. Alors, on se plaint souvent donc de ne pas avoir sa place, de s'ennuyer, ça dure trop longtemps, etc. Il y a un moyen aussi, au-delà de l'organisation, comme je le préconisais auparavant, il y a une façon aussi d'impliquer les participants, c'est de déléguer une partie de l'animation, souvent, donc, l'animateur, qui est le Scrum Master, concentre toutes les fonctions.
Il doit animer, il doit veiller à ce que tout le monde participe, il doit contrôler le temps, il doit prendre des notes, etc., etc. Ça fait beaucoup. Donc, une suggestion possible, et là je m'appuie sur un modèle développé par Alain Cardon, qui est un coach, un modèle qui s'appelle les réunions déléguées. Et le principe, c'est de dire, bien, ces fonctions, on peut les déléguer aux différents membres de l'équipe. Alors, l'animation pourrait tout à fait être déléguée. On va dire que, dans un premier temps, il est mieux de concentrer cette fonction sur le rôle du Scrum Master. Donc, le Scrum Master est là pour animer, faire émerger l'énergie du groupe, la créativité du groupe, gérer les prises de parole, etc. Le timekeeper, pas besoin de compétences particulières. À partir du moment où on a défini un agenda et qu'on a timé cet agenda, il est facile de le suivre et de dire attention, là, on a consommé tant de temps sur cet aspect-là, il nous reste tant de temps à passer. Des alertes qui permettent justement de recadrer hein, et de s'assurer qu'on avance bien dans le bon timing. Le pouce-décision, c'est intéressant comme rôle. Il est complémentaire de l'animateur. Le pouce-décision, lui, justement, il a comme mission de recadrer les débats, de reformuler. Par exemple, il y a un échange. Et l'objectif de cette réunion, c'est d'arriver à trouver une solution, de prendre une décision. Hein. Eh bien, c'est peut-être, à un moment donné, au bout de 5 ou 10 minutes, il y a eu des échanges, c'est de dire... Je propose de reformuler tous les échanges et à vous de voir si effectivement vous avez suffisamment d'éléments pour prendre une décision. Permet de recadrer à chaque fois, permet d'enregistrer les décisions et puis après de voir comment elles seront traitées en termes d'action par la suite. C'est un rôle qui peut être distinct de l'animateur, hein, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir... les deux personnes qui tiennent ce rôle. Et puis enfin, l'observateur. Alain Cardon, dans sa description, appelle ça un coach. C'est quelqu'un, en fait, qui va prendre un petit peu de recul par rapport à la cérémonie, qui va se mettre, comme on dit, en métaposition. Hein, c'est une position un petit peu plus... avec du recul, un petit peu plus en hauteur, de façon à observer ce qui se passe pendant cette réunion. Quand on est impliqué activement dans une réunion, on n'a qu'un petit bout, une vision parcellaire. Le fait qu'il soit en recul et qu'il ait cette responsabilité permet de voir comment s'est déroulée la réunion. Est-ce qu'il y a eu une baisse de régime à un moment, une baisse de rythme? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions en aparté? Tout ça, du coup, a posteriori, interroge pour savoir si effectivement la réunion a été... menée convenablement. Alors, il ne s'agit pas de porter un jugement, hein, mais simplement d'avoir un regard externe et de restituer ça à l'équipe, on le verra à la fin de la réunion, dans un esprit évidemment constructif, et puis dans une démarche, puisqu'on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Hein. Comment peut-on améliorer aussi nos cérémonies? Voilà, donc l'avantage de déléguer ces différents rôles, ça permet à chacun d'avoir une responsabilité partagée et en plus d'être davantage impliqué dans la réunion. Et l'intérêt aussi de cette délégation de rôle, eh bien, c'est de faire tourner les rôles. C'est-à-dire que pendant une cérémonie, on peut avoir quelqu'un qui est timekeeper et la fois suivante, il sera l'observateur. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes. J'avais une équipe, ils avaient décidé d'attribuer un t-shirt de couleur pour chaque fonction. Et donc, dans chaque cérémonie, on repérait tout de suite qui était le timekeeper, qui était l'animateur. Les rôles étaient vraiment... il y avait une rotation, en fait, des rôles. Bon. Donc ça, c'est un moyen d'impliquer les acteurs dans la réunion. L'agenda... C'était O-P-A-V-E, hein, OPAV. Donc, j'en suis à OA. Donc, bien préparer l'agenda. Vous allez me dire, finalement, une cérémonie agile, un sprint planning meeting, une rétrospective, ça se déroule toujours plus ou moins de la même façon. Oui et non.
Il y a peut-être une structure globale qui est identique, mais c'est intéressant justement de faire varier un petit peu les agendas, en tout cas l'approche, ou les techniques d'animation. Donc l'agenda détaillé va être le fil conducteur et va nous permettre justement d'éviter les écarts et les digressions fréquentes et rapides. Donc l'agenda va détailler ou les thèmes abordés ou la démarche. Si on est dans une rétrospective, la rétrospective, c'est pas qu'une discussion de salon où on échange. On peut structurer la démarche. 20 minutes sur le recueil des ressentis et la description des faits. Donc on est plus dans le passé. Deuxième temps, on analyse. Et troisième temps, on cherche des actions. Donc on structure le temps et on alloue une certaine durée à ces différentes parties d'une rétrospective. Là encore, ça permet de donner à tout le monde un repère, surtout si on affiche cet agenda dans la salle. Ça permet au timekeeper justement de relancer, de dynamiser les débats. Et puis ça permet aussi, lorsqu'on communique a priori sur cet agenda, aux participants de préparer en fonction de cet agenda. Donc structurer la réunion. Lister les critères d'évaluation. Comment pourrons-nous mesurer que cette cérémonie a été une réussite? Quel est le résultat attendu? On peut raisonner en termes de livrables. Quel est le livrable d'un sprint planning meeting? C'est un sprint backlog et puis un burn-down chart. Quel est le livrable d'une rétrospective? C'est un plan d'action. Voilà, que devons-nous produire très concrètement? Après, lorsqu'on évaluera la réunion, on pourra aussi évaluer la qualité de ce livrable. Mais en tous les cas, l'objectif, c'est de produire ce livrable. Et du coup, tout doit concourir à la production de ce livrable. Tout ce qui s'en éloigne, doit faire l'objet d'un point qui sera traité ultérieurement. Donc le Scrum Master, ou en tout cas celui qui anime, aura ce qu'on appelle un parking lot, un paperboard à part, et note les points qui feront l'objet d'une autre réunion ou d'un débat ultérieur. Et enfin le E d'OPAV, bien préparé. Alors évidemment c'est évident, la salle, mais si on réfléchit un petit peu avant à la façon dont on veut animer sa cérémonie, et là, Dieu sait si il y a des tas de techniques d'animation avec les Agile Games, justement, ça fait réfléchir à la façon dont on va organiser sa salle. La configuration de la salle, est-ce que c'est une salle en U, est-ce que c'est des salles, on va les faire travailler en binôme, ou on va les faire travailler en sous-groupe. Ça veut dire qu'on va créer l'espace qui va faciliter justement ce travail en groupe ou ce travail en binôme. Quelle technique d'animation? Et surtout, essayer de renouveler régulièrement pour éviter justement le phénomène de lassitude dont je parlais tout à l'heure. Finalement, on fait toujours la même chose tous les 15 jours parce qu'on a des itérations de 2 semaines. On fait varier les plaisirs. Et là, je dis encore une fois, sur les Agile Games, les techniques d'animation, il y a beaucoup de... Vous avez le choix. Ça, c'était pour la préparation. J'avance. Dans l'accueil. L'accueil, le démarrage d'une cérémonie est extrêmement important puisque c'est cet accueil qui va permettre le bon déroulement de la réunion, dans le sens où les personnes, les participants vont se sentir impliqués ou pas dans la réunion. On parle de synchronisation. On arrive tous lors d'une cérémonie avec soit un problème en tête parce qu'on traitait quelque chose avant, ou bien c'est le matin, on vient de passer 1 heure dans les embouteillages. Bon. L'idée, c'est vraiment de créer les conditions pour que les gens puissent être impliqués, présents, concentrés. Je parle de recentrage ou de reconcentration sur le sujet qui nous réunit. Donc c'est très important à ce moment-là de faire en sorte que les personnes se reconnectent. Alors ça peut être faire un tour de table et on ne commence pas
notre sprint planning meeting, non, on va d'abord se poser, c'est un sas en fait de concentration. Hein. Moi, souvent, je fais un tour de table, chacun dit un mot. Voilà. Alors au début, bon, ils ne sont pas tous habitués. Et puis, finalement, c'est un rite. Hein. Les personnes ont un petit mot, disent ce qu'elles veulent, simplement voilà, pour se reconnecter. Hein. Ou bien je leur fais aussi choisir une photo parmi un lot de cartes postales. C'est une façon de décrire un peu leur état d'esprit, ce qu'ils ont envie de dire. C'est 5 minutes, hein, c'est simplement, voilà, on se reconcentre et on se reconnecte les uns aux autres. Donc se synchroniser. Rappeler, ou si ce n'a pas été fait, convenir de règles de fonctionnement. Là aussi, c'est 2 minutes. Simplement rappeler que, parce que tout le monde aujourd'hui est avec son iPhone ou son BlackBerry hein, pendant les réunions, c'est pas trop... ou avec son PC, on prend des notes, on ne sait pas trop. Bon. Les gens sont à moitié présents. Hein. Donc l'idée, c'est de rappeler un certain nombre de règles de base qu'on peut afficher aussi. Hein. C'est pas inutile parfois. On se met d'accord sur nos règles de communication, écoute, respect, on monopolise pas la parole enfin, on a des interventions brèves pour justement ne pas monopoliser la parole. Écoute, respect, on se coupe pas, on s'interrompt pas, etc. Donc, je rappelle que le Scrum Master étant le responsable du cadre, hein, c'est à lui de faire respecter un certain nombre de règles. Alors, sans être autoritariste, c'est pas simplement de les rappeler. Alors, déjà, avant de les rappeler, c'est de les définir ensemble. Hein. Comme ça, déjà, les gens qui ont défini ces règles, se les approprient évidemment plus facilement. Hein. Et donc, ensuite, c'est de créer un cadre... la confiance, un cadre protecteur. Hein. Surtout si au début, on commence à travailler ensemble, on ne se connaît pas forcément, on n'a pas spontanément envie de s'exprimer. Alors, je m'appuie ici sur cette grille, sur un outil de l'analyse transactionnelle qui s'appelle les positions de vie. Et c'est extrêmement intéressant de constater combien la qualité des échanges entre deux personnes ou au sein d'un groupe sont basés sur ce que les gens, l'état intérieur, on parle d'état intérieur, ce que les gens ressentent. On peut être tout à fait dans un état positif. Hein. J'ai confiance en moi, je suis bien dans mes baskets, je suis de bonne humeur. Ça peut être un état global comme un état circonstanciel. Hein. Donc je suis plus ou je suis moins. Moi, je ne suis pas très à l'aise, je ne me sens pas à ma place, je suis timide, j'ose pas parler. Voilà, toutes sortes de ressentis que les gens peuvent avoir. Ou je suis mal lunée aujourd'hui, tout simplement. Donc c'est cet axe vertical ici qui est je suis plus ou je suis moins. Et puis il y a une deuxième dimension qui est l'axe horizontal, c'est comment je considère les autres. Est-ce que je suis plutôt positive vis-à-vis des autres? Est-ce que j'ai de l'estime, de la considération pour les autres ou l'autre? On sait bien qu'on a tous des affinités avec certains, moins avec d'autres. Il y en a qu'on apprécie, donc qu'on n'apprécie pas, etc. Bon. Du coup, notre considération de l'autre ou des autres va aussi influencer notre façon de communiquer. Alors, si on cumule « je suis plus » et « je suis plus plus », c'est-à-dire je suis bien dans mes baskets et je considère l'autre de façon positive, je le respecte. Hein. On est dans le cadran droit supérieur. La communication va pouvoir être efficace. Les échanges au sein du groupe seront profitables. Dès lors qu'on est en situation plus, moins ou moins, plus, c'est-à-dire plus, moins, moi je suis bien dans mes baskets, mais par contre j'ai tendance à dévaloriser les autres ou avoir une attitude un petit peu dominante, hein, ou bien je me survalorise, je suis tellement bien que je suis plus, hein. Donc dans ma façon de communiquer, ça risque de transparaître, et donc de ne pas permettre à l'autre peut-être de s'exprimer librement. Si je suis moins plus, c'est le contraire. Je peux avoir tendance à me dévaloriser ou en tout cas pas être bien dans mes baskets. Donc du coup, de ne pas être assez assertif pour m'exprimer, donner un point de vue, un avis vis-à-vis de l'autre que je vais avoir tendance peut-être à survaloriser. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans cette grille, mais il y a des personnes avec qui on est peut-être plus, d'autres on est plus moins, d'autres moins plus. Ça dépend des jours. Eh bien, quand je dis créer le cadre
créer la confiance, c'est de la responsabilité du Scrum Master de veiller à ce que tous les échanges se passent là-haut, dans le cadran supérieur droit, c'est-à-dire en plus. Donc, on ne trouve pas un bouc émissaire dans une réunion ou un responsable ou un coupable parce qu'on est en retard sur cette itération. Là, je pourrais avoir une attitude plus-moins. Ou moins-plus, je ne me sens pas coupable à porter toute la responsabilité de l'échec de l'équipe. Certes, il y a peut-être un responsable, il y a un certain nombre de conditions qui nous ont amenés là. Donc, l'idée, c'est d'avoir une qualité d'échange plus. Alors, quand on travaille avec les équipes, aujourd'hui, souvent, on a des petits clins d'œil ou des petites jokes. On dit Alain, allez, ne nous fais pas ton moins, toi, ou ton moins plus. Je ne vais pas parler du moins. Moins, c'est je suis nul, les autres sont nuls, il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est le truc, bon. Ça arrive, ça nous arrive à tous d'être dans une situation un peu découragée. Bon. Donc là, l'idée, c'est vraiment de remonter en plus. Vous voyez que là, on parle bien de comportement, de communication. On ne parle plus du tout de savoir-faire. On est plutôt sur des savoir-être. Donc, c'est la responsabilité du Scrum Master de veiller à ce climat de bienveillance. Quand je dis bienveillance, ce n'est pas un monde de bisounours. Où on est tous beaux, on est tous gentils, on s'aime bien tous. Je veux dire plus, ça veut dire il y a des personnes que j'apprécie plus ou moins, dont je reconnais plus ou moins la compétence, mais on est dans un échange constructif, on s'accepte tel qu'on est, quoi. Alors, le Scrum Master qui va animer cette cérémonie va développer ce que j'appelle l'écoute créative. Je rappelle qu'il est responsable du cadre, pas du contenu. En tous les cas, il n'a pas une supériorité en termes de contenu. Il a, au même titre que les autres, peut-être un avis, une idée, une solution technique. Mais l'idée, c'est que les idées, les solutions émergent du groupe. Donc, il va devoir développer ses qualités d'écoute. Alors, écoute, ce n'est pas justement ouvrir grand ses oreilles. Écoute, justement, écouter, ça veut dire questionner, ça veut dire aller chercher, ça veut dire reformuler. Et c'est par cette attitude et cette écoute active qu'il va permettre justement l'émergence de la créativité du groupe. Je rappelle qu'on est sur une équipe auto-organisée, responsable, dont les membres sont co-responsables. C'est l'équipe qui a la souveraineté pour définir son processus, décomposer ses tâches, etc. Donc il est extrêmement important de favoriser l'écoute pour que les personnes puissent justement faire émerger ces compétences. Alors, je parlais tout à l'heure de créer la confiance. C'est aussi repérer les attitudes entre guillemets écoutricides, celles qui coupent la communication. Vous avez ceux qui ont des jugements péremptoires, vous avez ceux qui coupent la parole, vous avez ceux qui ont une attitude négative, vous avez ceux qui ont tendance à connaître toutes les réponses. Bref, autant d'attitudes qu'on peut noter quand on est en groupe, avec des personnes plus en retrait, des personnes au contraire plus en avant, qui peuvent être des freins à l'expression de chacun. Par conséquent, il est important de repérer ces attitudes écoutricides, à commencer par les siennes, puisqu'on en a soi-même. Alors surtout si on a été déjà expérimenté dans l'animation de réunions, ce qui n'est pas le cas de tous les Scrum Masters d'ailleurs, mais bon, si on a déjà eu l'occasion d'animer des réunions, il est possible qu'on soit justement dans une posture non pas de facilitateur, mais plus de j'anime, je sais, je vous apporte les réponses, etc. Ça veut dire aussi... c'est fini là ? Comment ? Oui, il y a les questions-réponses. Vous avez des questions, j'imagine ? C'est aussi adapter son style d'écoute. On a tous un style d'écoute avec lequel on est le plus à l'aise.
Donc il y a des écoutes plus analytiques dont le questionnement va porter plus sur la compréhension des faits, l'analyse, le découpage. Il y a un style d'écoute qui va être plus empathique. Donc là, l'écoute va porter, le questionnement va porter davantage sur je voudrais comprendre les ressentis, je voudrais permettre aux personnes d'exprimer leurs émotions. Là, typiquement, dans une rétrospective, après une itération, on a eu beaucoup de stress. Il vaut mieux avoir une écoute un petit peu empathique, plutôt que factuelle. Bon, certes, les deux sont sans doute importantes, mais il faut peut-être passer par un style d'écoute empathique. Le style d'écoute pragmatique, ça va être plutôt un style d'écoute centré, orienté sur la recherche de solutions. Alors c'est bien, mais si on a ce style d'écoute pragmatique, c'est tout à fait positif, mais peut-être qu'il faut aussi développer un autre style d'écoute pour, avant de trouver des solutions, essayer de comprendre, analyser, etc. Et puis le style d'écoute stratégique, lui, il est plus orienté vers l'avenir, vers la stratégie, avoir une vision, etc. Moins dans l'immédiateté du problème qui nous réunit ou dans la solution. Donc là aussi, puisqu'on veut favoriser l'expression et la créativité des membres de l'équipe, eh bien, c'est adapter son style d'écoute en fonction des circonstances, en fonction de la situation et en fonction des personnes qu'on a en face. Certaines personnes ont envie d'exprimer un ressenti, donc il faut utiliser le style d'écoute empathique. D'autres n'ont pas envie, donc il faut aussi s'adapter. Je parlais de beaucoup de questionnements, parce que, écoutez, encore une fois, ce n'est pas juste être passif et ouvrir ses oreilles, c'est questionner, aller chercher les réponses. Alors j'aime bien cette citation qui nous dit « Pourquoi les enfants posent-ils des questions ouvertes ? Parce qu'ils veulent tout savoir. Et pourquoi les adultes posent des questions fermées ? Parce qu'ils pensent tout savoir. » Ça résume, cette citation résume à elle toute seule le travers dans lequel nous tombons tous très souvent, c'est de poser des questions fermées. Alors on pose des questions fermées qui portent en elles, qui induisent déjà une réponse. Alors que lorsque vous posez une question ouverte, la personne en face, elle est obligée de réfléchir un petit peu et de sortir de sa paresse intellectuelle ou en tout cas d'activer sa créativité pour pouvoir justement proposer des idées, des solutions, des alternatives. Donc l'idée, c'est justement d'utiliser au maximum les questions ouvertes et on s'aperçoit, moi j'accompagne beaucoup de coachs dans leur formation, leur accompagnement et je vois combien c'est difficile de poser des questions ouvertes. On est très très habitué à poser des questions fermées. Donc entraînez-vous et vous allez voir, ça favorise justement l'émergence de nouvelles idées. Donc savoir utiliser le bon type de questions en fonction de l'objectif. Au départ, on veut trouver des solutions, on veut faire un brainstorming, on veut discuter. Posons des questions ouvertes. Et les questions ouvertes vont nous permettre justement d'élargir le spectre. Plutôt que si vous posez des questions fermées, du coup, ça va déjà fermer la discussion et ça va probablement traduire déjà votre arrière-pensée, vos a priori. Donc, question ouverte. Et vous allez voir que l'équipe, à ce moment-là, fait émerger de nouvelles idées, fait émerger des opinions, fait émerger des points de vue. Donc, question ouverte, question fermée, plus pour valider, pour conclure. Et puis, les questions alternatives qui peut être, à un moment donné, on veut synthétiser, reformuler. Voilà, on a débattu. Si j'ai bien compris, on a l'option A, l'option B. Voilà, quelle est celle qui vous convient le mieux? On est plus sur une question semi-fermée ou semi-ouverte. Reformuler systématiquement, enfin systématiquement, non, peut-être pas systématiquement, plutôt avec modération, parce que si à chaque phrase ou à chaque fois quelqu'un s'exprime, on lui dit si j'ai bien compris et je reformule, bon, simplement la reformulation est à utiliser justement pour s'assurer qu'on a bien tous compris ce que la personne a exprimé au sein du groupe. Et ça permet aussi de renvoyer, c'est l'effet miroir, ce qui permet à la personne de repréciser, de nuancer éventuellement, ou même d'aller plus loin dans son idée, dans la solution qu'elle propose. Et donc ça permet aussi à chacun, en fait, ça dynamise en fait l'échange, à chacun d'être davantage dans l'échange l'échange. La prise de décision,
c'est pas le Scrum Master qui prend une décision unilatéralement. La prise de décision, encore une fois, la souveraineté, c'est l'équipe. Le Scrum Master ayant un avis au même titre que les autres. Eh bien, c'est important comme processus. Et là, je m'appuie sur la sociocratie. Alors, ce matin, j'ai cru comprendre quand vous parlez d'allocratie. C'est assez proche. La sociocratie, c'est un mode de gouvernance, d'organisation d'une équipe, d'une société, d'une famille, d'un groupe. Et il y a un des éléments dans la sociocratie qui est justement la prise de décision par consentement. Alors il y a un protocole. L'idée, c'est que lorsqu'on a une décision à prendre, peut-être qu'elle est proposée par quelqu'un, eh bien c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'objection pour pouvoir prendre la décision. Donc ça veut dire que chacun va avoir l'occasion dans le protocole, de s'exprimer, de poser des questions pour comprendre davantage la proposition, éventuellement se positionner, ou en tout cas donner une opinion. Et au moment où on vote, eh bien, s'il y a encore des objections, à ce moment-là, la décision ne peut pas être prise. Donc ça permet là aussi à chacun de se positionner et d'être responsable, d'être actif, acteur dans la cérémonie. Je vous renvoie à la sociocratie pour voir un petit peu le protocole. Alors, il y a un certain nombre de situations difficiles ou personnes difficiles à gérer. Donc, quand on perd de vue l'objectif, c'est de reprendre le contrôle en reformulant ce qui vient d'être échangé et permettre à l'équipe de se rendre compte qu'on a perdu l'objectif. S'il est affiché, en plus, c'est facile de le rappeler. Donc, des questions de recentrage, simplement pour s'assurer que ce qui vient d'être dit ne contribue pas à l'atteinte de l'objectif. L'équipe qui est passive, alors il faut savoir pourquoi elle est passive. Est-ce que les gens s'ennuient parce qu'ils sont fatigués? Ça fait 3 heures qu'on est en réunion, on n'a pas eu de pause. Est-ce qu'on n'ose pas s'exprimer? Il y a plusieurs solutions, enfin plusieurs réponses possibles à la passivité. Donc on peut avoir évidemment différentes stratégies. Soit c'est de changer de rythme, on fait une pause ou on fait autre chose et puis on reviendra à ce qu'on faisait ultérieurement. C'est relancer avec des questions simples et directes pour que les personnes, là on peut éventuellement poser des questions fermées pour être justement plus directes. Et puis il y a aussi une autre stratégie, c'est de laisser le silence faire son travail. Le silence, généralement, la nature ayant horreur du vide, ça nous met tous mal à l'aise. Le fait, justement, de laisser le silence faire son travail, ce que je veux dire, c'est que peut-être que du coup, les participants sont passifs, mais dans ce silence, peut-être qu'il y en a un qui va prendre la parole et qui va redynamiser. Donc là, c'est des techniques aussi de dynamisation des échanges. La discussion est animée, ce n'est pas parce qu'il y a des échanges qui sont animés que pour autant on est remis soi-même en cause, déjà. Et puis ce qu'il faut, c'est veiller à ce que les échanges se fassent en plus. On a le droit de se dire les choses, on a le droit de se dire les vérités, au contraire, mais toujours sous un mode plus, non pas plus-moins. Donc c'est recadrer là aussi et demander à une personne qui serait pas dans cette posture plus, de dire est-ce que tu peux nous redire la même chose sur un mode plus. Les apartés, celui qui monopolise la parole. Bon, vous aurez de toute façon les slides qui vont être en ligne. Je ne les ai pas donnés, mais je vais le faire. Donc vous pourrez bien évidemment vous reporter aux slides pour voir les différentes situations, mais que vous avez probablement rencontrées. Veillez aussi à ce qu'on appelle les jeux psychologiques. Il s'en passe plein des jeux psychologiques. C'est un petit peu inconscient, on ne les voit pas forcément. Mais je vous prenais l'exemple tout à l'heure d'une rétrospective. Vous avez le bouc émissaire qui est responsable de tous les maux de l'équipe, par exemple. Il faut trouver un responsable. Donc vous allez avoir un qui va être le bourreau ou le persécuteur qui va balancer un scud entre guillemets à la pauvre victime. Et là, vous avez dans le groupe un sauveur qui va s'improviser pour défendre la victime. Et là, en fait, on assiste à des jeux où finalement les rôles tournent. Ce qui est important, c'est justement de ne pas favoriser
l'entrée d'un sauveur, parce que le sauveur va finalement conforter la victime dans son rôle de victime. Donc ce qui est important, c'est de responsabiliser encore les acteurs, attirer l'attention sur du persécuteur pour dire là, t'es pas en plus, donc on n'est pas là à la recherche d'un coupable. La victime, de lui permettre justement, rappelez-vous les 3 P, hein, c'est l'antidote à ce triangle victime, persécuteur, sauveteur. La victime, elle a du potentiel, on l'autorise à réagir de façon constructive, etc. Et on protège la qualité des échanges. Donc, bon, je pourrais parler longtemps de ces jeux psychologiques. On peut être très facilement happé dans un jeu psychologique. Voilà, donc, on a vu la préparation d'une cérémonie. On a vu ensuite dans les techniques d'animation pour favoriser la créativité, l'intervention, l'implication, la présence des participants. À la fin, c'est important de dresser une synthèse de tous les échanges, de toutes les décisions qui ont été prises, et puis réserver quelques minutes proportionnellement à la durée de la cérémonie pour évaluer la cérémonie. Et c'est là où l'observateur va entrer en jeu, où il va restituer ce qu'il a observé, et on va s'interroger sur est-ce qu'on a atteint l'objectif, comment avons-nous géré les divergences, est-ce que la qualité de notre livrable est satisfaisante, voilà, comment avons-nous communiqué, etc., etc. Toujours dans l'idée d'améliorer le déroulement de ces cérémonies. Voilà, c'est une mini rétrospective à la fin d'une cérémonie. Ça a été un petit peu vite sur la fin, je suis désolée. On a quelques minutes pour poser des questions. En fait, c'est normalement 15h15. Il y a un quart d'heure pour que l'orateur suivant puisse s'installer et que si vous souhaitiez aller voir une autre conférence, vous puissiez changer de salle. Donc le temps que ça se passe, on peut vous laisser 5 minutes. 5 minutes alors ? Il y a peut-être un micro supplémentaire. Oui. Il y en a 2 même, je crois. Tenez. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, monsieur ? Oui, bonjour. Une petite question. J'ai l'opportunité au quotidien de travailler avec plusieurs équipes, matures en méthodologie agile. Et sur mon dernier projet, à un moment donné, nous avons décidé d'arrêter les rétrospectives, puisque à chaque fois qu'on faisait les rétrospectives, on retombait toujours systématiquement sur les mêmes problèmes. Et on rentrait dans un cercle très négatif, c'est qu'on prouvait notre incapacité en termes de management à trouver une réponse à l'équipe. On n'a pas trouvé de réponse pour la simple et bonne raison que ça nécessitait une modification importante de l'organisation et le temps de mettre en place des actions correctives. Évidemment, les équipes continuaient à travailler. Donc là, j'aurais voulu Nous, on a décidé d'arrêter purement et simplement la rétrospective pour éviter de vraiment continuer à véhiculer une impression de négativité au niveau des équipes. Donc j'aurais bien voulu avoir un retour de votre part si vous aviez rencontré ce problème-là et comment on aurait pu l'adresser différemment. Voilà. Il faut que je répète la question, c'est ça ? Non, monsieur a parlé suffisamment fort, d'accord. Ok. Oui, j'ai rencontré ce problème-là avec des équipes qui finalement ont trouvé que ça ne servait pas à grand-chose. J'ai tenu bon sur le maintien de ces rétrospectives, même si on devait raccourcir le dispositif. C'est simplement renforcer cette capacité à s'interroger sur comment s'améliorer. Il n'y a pas que des décisions qui relèvent du management ou de la structure ou de l'organisation. À notre niveau, il y a toujours des petites choses. Ça commence par nous. Comment pouvons-nous changer les choses ? Et d'ailleurs, en rétrospective, lorsque les équipes font émerger des problèmes, des difficultés, je dis par rapport à ce problème, si on doit trouver des solutions, quelle partie, enfin sur la décision ou la solution, sur quelle partie pouvez-vous intervenir vous à votre niveau ? C'est peut-être faire une démarche, aller poser une question, faire quelque chose, mais ça commence par la personne, chacun à son niveau. Et c'est là toute la notion de responsabilité, quoi.
Nous sommes responsables chacun à notre niveau. Alors après, je ne dis pas qu'il y a toutes les solutions, toutes les décisions peuvent être trouvées au sein de l'équipe. Mais c'est vraiment renoncer à ces rétrospectives, c'est nier le fait que l'équipe a cette capacité à s'interroger, à s'améliorer. Donc c'est tenir bon. Maintenant, je ne connais pas votre contexte, c'est très difficile d'apporter une réponse plus circonstanciée, mais je tiens bon sur le fait qu'il faut toujours s'interroger sur l'amélioration. Continue. Oui ? Je ne sais pas si... Oui, c'est bon, on m'entend. La question, tel que vous décrivez le Scrum Master, c'est comme un serveur, en fait. C'est comme un serveur, en fait. Celui qui anime, il est là pour assurer, en fait, le suivi. La plupart du temps, un Scrum Master... Excusez-moi, je n'ai pas entendu si vous avez dit un sauveur ou un suiveur. Non, un sauveur. Un sauveur. Ouais. Et j'ai pas dit ça, mais bon. Je le vois comme ça. Et dans la plupart du temps, c'est quelqu'un qui travaille dans l'équipe. Il développe aussi. Donc, il peut être Parfois dans un mauvais état aussi. Donc, quel est le rôle de l'équipe par rapport à ce Scrum Master ? Ça, c'est la solidarité ou l'esprit d'équipe. Oui, qui heureusement, on est des humains avant d'être un Scrum Master, un ingénieur ou un développeur. Donc après, c'est la qualité des relations humaines au sein de l'équipe qui va permettre effectivement d'avoir aussi du feedback positif de la part des membres de l'équipe vis-à-vis du Scrum Master. Mais comme vous le dites, il fait partie de l'équipe, donc au même titre que les autres, il a besoin de ces signes de reconnaissance et ces signes d'échange positif. Mais il n'est pas le sauveur, hein. Justement, surtout par rapport au triangle, là, il n'est surtout pas le sauveur. Le sauveur renforce le côté victime et le côté persécuteur. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez qu'on discute un petit peu plus avant, je suis à votre disposition. Merci.